Merci beaucoup à Denise Tonella donc pour ce panorama et ces questions ouvertes et la transparence avec laquelle elles ont été présentées. On pourra évidemment en reparler lors de la table ronde. Et j'aimerais inviter maintenant donc Soraya Noudjim, qui est curatrice en chef et qui gère les collections du musée du Louvre Abu Dhabi et qui a aussi été curatrice en chef à l'agence France Muséum. Merci d'être venue jusqu'à nous. Merci de m'avoir invitée. Merci beaucoup. Je suis vraiment ravie d'être là, de retrouver les amis, les collègues, le public étudiant également, physiquement. Ça nous a tous beaucoup manqué. Le digital, évidemment, c'est un outil, Denise, vous le disiez à l'instant, qui est devenu absolument fondamental et qui accompagne la construction des musées, qui l'accompagne et qui, néanmoins, je dirais, n'est pas en concurrence avec les collections. Ah oui, pardon, c'est moi qui fais ça. C'est le vert, n'est-ce pas ? Voilà. Qui n'est pas en concurrence. Je crois que notre musée, qui est un jeune musée, qui s'est construit, qui est le fruit d'un accord intergouvernemental entre la France et le gouvernement de Abu Dhabi. C'est un musée qui s'est construit sur une période assez courte. L'accord a été signé en 2007, le musée a ouvert en 2017 et fin 2017, et depuis nous sommes entrés, je dirais, dans une deuxième phase, j'en parlais avec les collègues tout à l'heure, qui est une phase vraiment de stabilisation et une phase où justement on dessine les différentes stratégies, notamment la stratégie digitale et numérique. Je voudrais, oui, donc vous recontextualiser un petit peu tout cela. Vous voyez en rouge sur la carte là où nous sommes, les Émirats arabes unis, Abu Dhabi, à quelques 5-6 000 kilomètres de Lausanne, est réellement un point de rencontre, et ça l'a toujours été, un point de passage entre l'Est et l'Ouest, entre le Nord et le Sud. Je pense que c'est également une plateforme qui est vraiment intéressante pour y travailler, pour y mener ce type de nouveaux projets. Une plateforme où vraiment le cosmopolitisme en fait, et la diversité sont des choses complètement intégrées à notre format de travail. Alors, pardon, je me trompe toujours. Voilà. Tout cela est le fruit donc d'une intention évidemment du gouvernement, où sur l'île de Sardillat, littéralement l'île du bonheur, se construit un district culturel qui est composé, dont le Louvre Abu Dhabi est le premier, je dirais le premier né. Mais qui va être bientôt accompagné d'un ensemble d'institutions, un musée national, le musée Cheikh Zayed, un musée dédié à l'art moderne et contemporain, le Guggenheim Abu Dhabi, également un musée d'histoire naturelle, et vous l'avez sans doute entendu par voie de presse, il y a 1 ou 2 ans, une maison que l'on appelle la maison abrahamique, et qui est un centre de rencontre et de dialogue interreligieux, qui réunit, c'est important de le rappeler, pour la première fois, je dirais, en péninsule arabique, c'est les 3 en fait, grands monothéismes à travers ces maisons de rencontres et religieuses. Tout cela est bâti évidemment sur je dirais une tradition quand même qui est bien là, également une tradition nationale qui a été voulue par le fondateur de l'Union, Cheikh Zayed, avec à ma droite, ou sur la droite de l'écran, l'image du premier musée construit à El Ain, donc dans l'oasis des Émirats, et d'Abu Dhabi, qui était justement un musée national lui-même. Alors, toutes ces... Excusez-moi,
Voilà. Ce beau musée a été confié, l'architecture a été confiée à Jean Nouvel, que vous connaissez bien, qui est un architecte contextuel. Et si je cite l'architecture, c'est qu'elle fait véritablement partie de l'expérience du visiteur. Et je pense que l'histoire que nous contons au Louvre Abu Dhabi ne serait pas perçue, ne serait pas vécue par le visiteur de la même façon s'il n'y avait pas cette architecture absolument sublime et ce dialogue parfait entre les éléments, donc la nature, une lumière qui est extraordinaire, le vent, le sel, la mer, et tout cela fait partie, au-delà du numérique, de l'expérience que nous proposons. Alors je parlais d'une architecture contextuelle, vous reconnaissez la géométrie, le dôme, la médina des villes et des arts de l'islam. Un musée tel qu'on le construit aujourd'hui est, je pense, sensiblement différent de ce que l'on fait en Europe. J'insiste réellement sur cette question de expérience visiteur. On est là vraiment pour contempler. Patrick, vous le disiez dans l'introduction, on est là également pour apprendre, on est là pour méditer. Et la muséographie, qui est une muséographie avec un parti pris esthétisant très très revendiqué, ça c'est quelque chose auquel moi personnellement j'accorde une attention toute particulière. Cette muséographie est réellement accompagnée de ces outils digitaux qui accompagnent la visite, qui la préparent également. C'est un musée que nous avons voulu comme réellement un point de rencontre, inscrit dans le tissu urbain et inscrit dans la communauté. Voilà. Alors, quelques images de cette on m'entend ? Ouais. Quelques images de ces différents aspects que nous avons souhaités au musée. Entre cette architecture vraiment baignée de lumière, vous flottez quasiment dans un monde un petit peu irréel et cela participe justement de la magie de la visite puisqu'on emmène notre public à travers les siècles. C'est je dirais une façon un commissariat qui est assez en lien avec le commissariat des différentes expositions temporaires. On choisit un sujet, ici l'histoire de l'humanité, et on emmène le visiteur selon des rythmes communs à cette histoire mondiale, de la préhistoire jusqu'à notre époque. Nous suivons quand même un découpage, je dirais, assez classique, les grandes étapes de l'évolution avec les mondes anciens dans le premier département, les temps médiévaux où l'on compare des comparables formellement, visuellement. On va explorer la question des échanges à travers les siècles, les géographies et les continents. Nous explorons ensuite, nous emmenons ensuite le visiteur dans cette époque pré-moderne, le moment des grandes découvertes, des grandes explorations, de ces mises en contact formidables, la première fois où les hommes font réellement le tour du globe, et nous achevons la visite par cette immersion dans le monde moderne et l'époque contemporaine. Alors évidemment, tout cela, et c'est le sujet de cette communication aujourd'hui, est accompagné d'un certain nombre d'outils numériques. Vous en avez parlé parce qu'on utilise à peu près les mêmes jusqu'à présent. Et c'est je dirais, un accompagnement qui s'est réellement accéléré suite à la pandémie. Pour nous, peut-être contrairement à d'autres institutions, il y a réellement un avant et un après. Pendant la pandémie, les équipes, vous parliez du télétravail tout à l'heure, mais les équipes ont réellement mis le paquet en fait sur la transformation digitale. Elle nous a permis, cette transformation digitale, de réouvrir finalement assez vite, 4 mois seulement après le début de la pandémie. L'outil numérique nous a permis de faire ces études je dirais de jauge et de capacité
de public à l'intérieur du musée. On a pu étudier en fait les circuits, les flux de visiteurs et de cette façon effectivement s'ouvrir à nouveau très rapidement. C'est également un moment où en termes de contenu, les équipes ont énormément travaillé. Des contenus qui sont évidemment qui passent par l'application. Vous le disiez tout à l'heure, qui nous permettent de préparer la visite, d'anticiper la visite. You can see 2 terracotta figurines of women. The first figure is seated. She has a prominent nose and is wearing a... Voilà, la préparer, mais également y revenir une fois, évidemment, que l'on est rentré chez soi. Je vais passer à l'autre, comme ça va être plus simple. La terracotta figurine, oui, je vous disais, on compare des comparables et on essaye effectivement de simplifier, de retrouver des rythmes généraux à travers le temps et à travers les civilisations. Donc cette utilisation de l'application du Louvre Abu Dhabi est réellement très importante. Vous avez ici quelques chiffres. Le multilinguiste également est un axe, je dirais, fondateur de notre politique digitale et de notre politique de médiation, évidemment, en salle. Pendant la pandémie, nous avons pu mettre notre collection en ligne et travailler également sur quelques offres d'exposition temporaire. Alors, peut-être que, un petit peu comme ce qui a été dit tout à l'heure, on commence à faire une vraie distinction entre les expositions temporaires physiques qui prolongent le discours des galeries permanentes, explorent des sujets de façon beaucoup plus poussée. Mais ce que nous sommes en train aujourd'hui de développer, je dirais, c'est un autre type d'expositions qui sont des expositions digitales, entièrement digitales et qui rencontreront sans doute un public tout à fait différent, un public sans doute plus je dirais oui, peut-être plus jeune et plus international. Évidemment, la transformation digitale passe par cette stratégie de publication en ligne, avec des choses qui sont assez simples finalement, comme les flipbooks, mais également, je dirais, une approche là encore multisensorielle. Nous développons des offres, des playlists en lien évidemment avec notre collection. Donc c'est vraiment cet aspect polysémique finalement de nos objets, de notre collection, de notre parcours que nous mettons en valeur sous un aspect un jour finalement différent, notamment ici à travers ces choix musicaux dont le commissariat est assuré, je dirais, par du personnel indépendant, mais je vous rejoins tout à fait dans ce que vous disiez. Nous sommes de plus en plus convaincus qu'il va falloir très vite, là encore, désigner des curators, des conservateurs en ce qui concerne cette fameuse politique digitale. Alors ça, c'était évidemment c'est ce genre d'initiative, vous les connaissez tous. On s'est beaucoup amusé, là encore. C'est pendant je le raconterai à certains collègues également. On s'est beaucoup amusé pendant la pandémie à nous-mêmes commencer à construire des jeux. On est loin des professionnels que nous écoutions tout à l'heure, mais à travers nos collections, on a commencé à faire ça, et ce sont des choses que nous allons voir, ou vous allez voir, le public va voir se développer et apparaître très rapidement comme offre de façon beaucoup plus construite. Et on va passer de l'expérimentation finalement entre collègues à de véritables, je pense, produits d'appel qui, comme vous le disiez également, convie un public différent et plus jeune. Nous travaillons également sur des documentaires, des films, des contes,
en quelque sorte, à travers, dont la base est réellement cette fameuse narration, cette histoire universelle, cette histoire du monde. Et nous donnons la parole à des acteurs, des metteurs en scène, des cinéastes. Voilà, une des productions que l'équipe du Louvre Abu Dhabi a réalisée. Une autre, The Pulse of Time, qui raconte, là encore, sous un angle différent, un angle peut-être plus onirique, cette longue histoire de l'humanité. Je trouve cette image ici très belle. Vous avez ces regards qui se répondent de la plus haute antiquité, avec un buste retrouvé en Jordanie, datant de plus de 8000 ans, les premières figurations monumentales, et ces yeux de gitan que vous devinez et qui vous regardent. Voilà, nous avons donné la parole à ces voix du monde entier pour illustrer tout cela. Alors, quelque chose peut-être qui n'a pas été évoqué pour le Musée national suisse, sur laquelle nous nous penchons, nous, aujourd'hui, c'est la question vraiment de la recherche. De la recherche dans une institution vraiment jeune et qui se construit. Comment utiliser les humanités digitales dans ce domaine de la recherche. Là encore, je partageais ce point de vue avec certains des collègues tout à l'heure. Pour le moment, nous en sommes à des initiatives individuelles, une initiative vraiment intéressante dans notre équipe sur les manuscrits gothiques notamment, et nous nous posons des questions. Je pense que dans l'avenir, vraiment une véritable stratégie est en train d'être élaborée. Cette institution que vous voyez ici la partie immergée de l'iceberg, puisqu'elle contient dans ses sous-sols un centre de documentation, évidemment, physique et numérique, contient également un laboratoire d'analyse qui sera livré à la fin de cette année si tout va bien. Et là, mes collègues sont déjà en train de plancher sur la programmation et sur ces questions justement digitales. Pour ma part, je terminerai avec cette image qui est peut-être anachronique puisque vous ne voyez pas d'œuvre, mais réellement, nous pensons que le musée doit être de plus en plus en lien avec évidemment le bien-être que procure cette contemplation artistique, la formation, l'apprentissage, cela va de soi, la recherche, je le signalais tout à l'heure, mais l'expérience visiteur fait vraiment vivre le musée. Le visiteur fait vivre le musée avec des offres qui sont pas forcément digitales, puisqu'elles sont bien physiques, une promenade en kayak, des séances de yoga, etc., etc. L'aspect gamification a été très largement abordé au cours de cette conférence. Je dois dire que c'est quelque chose également sur laquelle on se penche beaucoup au niveau du musée, mais également au niveau du ministère et des autres musées, puisque je crois que nous jouons un petit peu dans la région un rôle d'incubateur. Certains me demandaient comment est-ce qu'on se définissait. Je pense que pour le moment, on a cette énergie et cette polyvalence que permet une institution qui agit ou qui se déroule un petit peu comme une start-up. Voilà, je vous laisse. Je crois que je suis dans les temps, Patrick. Voilà, et je n'avais que 26 slides, contrairement à mon collègue qui, lui, en a 54. Voilà.